Alors, c'est une séance de travaux dirigés qui se rapporte à la prise alimentaire et au mécanisme de contrôle de la prise alimentaire. Euh, Bien entendu, la prise alimentaire, vous avez déjà eu les bases des mécanismes de régulation, que ce soit les mécanismes centraux ou périphériques de la prise alimentaire. Et aujourd'hui, on va parler d'un neuropeptide qui a été découvert récemment comme étant impliqué dans la régulation de la prise alimentaire. Alors, vous avez sans doute vu auparavant que la prise alimentaire ou le comportement alimentaire, il est contrôlé par un ensemble de peptides, de neuropeptides, des neuropeptides qui stimulent la prise alimentaire, donc qui sont ici regroupés dans le SYN+, et des neuropeptides qui inhibent la prise alimentaire et qui sont regroupés dans le SYN-. Alors, parmi les neuropeptides, donc les plus essentiels pour le contrôle de la prise alimentaire, il y a le neuropeptide Y, qui est, dont les neurones se situent dans le noyau arché, la gréline, la MCH, les orexines A et B, la GRP, la galanine et autres. Alors, pour les peptides qui inhibent la prise alimentaire, il y a la corticolibérine ou CRH, l'alpha-MSH qui est un dérivé de la BOMC, le GLP1 et 2, la cholécystokinine, le CART, en plus d'hormones comme la leptine, l'entérostatine et autres. Alors, en fait, ces mécanismes de contrôle de la prise alimentaire, ce n'est pas les seuls mécanismes qui existent, c'est là où on en est arrivé. Mais en fait, les études qui portent sur les mécanismes de contrôle de la prise alimentaire, ils continuent. Ils continuent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors justement, les raisons qui motivent les études portant sur la prise alimentaire, c'est en particulier l'expansion de pathologies liées justement à des troubles de la prise de nourriture, comme la boulimie, l'anorexie ou encore l'obésité. Alors, en ce qui concerne l'obésité, vous savez très bien que c'est un fléau mondial. Près du tiers de l'humanité souffre d'obésité ou de surpoids. C'est un fléau qui coûte cher aux États, d'ailleurs qui coûte plus cher que des guerres. Et bien entendu, qui dit obésité, ça peut être de déclencher un diabète, une hypercholestérolémie. Parfois, le sujet est confronté à des arrêts de travail et parfois des altérations cardiovasculaires sévères et des altérations cardiaques, voire l'arrêt cardiaque. Alors, en fait, depuis plus de 3 décennies, eh bien, le nombre d'obèses a considérablement augmenté dans les pays développés, une progression régulière chez les adultes et même chez les enfants. Selon l'OMS, selon les statistiques de 2014, eh bien, par exemple, les USA, le taux d'obésité, il est de 33,7%. Pour le Royaume-Uni, il est de 28%. Pour la France, il est d'environ 24%. Alors au Maroc, chez nous, vous voyez que le pourcentage il est aussi significatif puisqu'il est de l'ordre de 22-23%. Alors pour les pays du Golfe, comme le Qatar, il est très élevé, il est de l'ordre de 42% et le Koweït aussi de l'ordre de 40%. Alors en fait, c'est un fléau, l'obésité est un fléau sanitaire qui s'aggrave considérablement, aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches. Et la progression, elle est d'environ 28% chez les adultes et 47% chez les enfants et les adolescents. Et jusqu'à nos jours, en fait, aucun État n'est parvenu à le contrôler. C'est pour ça que les études portant sur le contrôle de la prise alimentaire, c'est-à-dire le contrôle de l'appétit, et sur les pathologies qui sont associées, comme la boulimie, l'anorexie ou encore l'obésité, revêtent, c'est-à-dire ils ont donc des enjeux très importants en termes de santé publique. Donc un véritable problème de santé qui se pose au niveau public. C'est pour ça que toutes les études qui portent sur le contrôle de la prise alimentaire s'inscrivent dans le cadre d'une meilleure compréhension des mécanismes de régulation de la prise alimentaire, qui sont, comme vous le savez, d'ordre central, c'est-à-dire impliquant des centres cérébraux et des neurotransmetteurs peptidiques et non peptidiques, et des mécanismes aussi périphériques, tels les stimuli mécaniques, chimiques, hormonaux, sensoriels, etc.
Alors d'ailleurs, plusieurs laboratoires orientent actuellement leurs travaux pour identifier de nouvelles cibles qui pourraient donner lieu à la découverte de nouveaux médicaments pour traiter les troubles du comportement alimentaire. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne dispose actuellement que peu de médicaments efficaces pour traiter ces troubles. Beaucoup de médicaments ont été d'ailleurs retirés du marché à cause de leurs effets secondaires indésirables, comme des effets psychostimulants ou encore des effets sympathomimétiques, comme par exemple des effets au niveau cardiovasculaire, par exemple une accélération cardiaque, une arythmie cardiaque, etc. Donc c'est dans ce contexte que ces laboratoires se sont rués vers les études sur des mécanismes de contrôle, essayer de découvrir de nouveaux mécanismes qui peuvent être des cibles des cibles et donc donner lieu à des médicaments potentiels pour vraiment guérir ces pathologies liées à la prise alimentaire. Alors c'est dans ce contexte qu'un nouveau neuropeptide qui a été récemment étudié par une équipe qui adhère à ce qu'on appelle l'INSERM, c'est-à-dire l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Alors ce neuropeptide qui a été découvert, il est appelé 26-RFA, donc il a été découvert par cette équipe française issue d'un laboratoire de Rouen. Alors qu'est-ce que c'est que ce 26-RFA? Alors, vous verrez, bien sûr, on va parler de ce neuropeptide. Bien sûr, le résultat, c'est que ce 26-RFA contrôle la prise alimentaire, mais je vais essayer de vous montrer par quelle approche, quelle stratégie on adopte, quelle procédure on adopte sur le plan technique, bien sûr, pour répondre à toutes les questions, pour démontrer qu'un composé, neuropeptidique ou non, contrôle la prise alimentaire en l'assimilant ou en l'inhibant et pour bien sûr convaincre la communauté scientifique internationale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 26-RFA? Donc, on va parler du 26-RFA dans le contrôle du comportement alimentaire. Alors, ce 26-RFA, d'ailleurs, son appellation, 26-RFA, cette appellation, elle est liée à son nombre d'acides aminés, donc qui sont de l'ordre de 26, et à son appartenance à une famille de peptides qu'on appelle les RF-amides. Ces RF-amides qui ont en portion terminale deux acides aminés, arginine, phénylalanine. Et vous avez la séquence des acides aminés, vous l'avez ici, donc 26 acides aminés avec donc en extrémité interminale, vous avez l'arginine, phénylalanine, qui sont bien sûr désignés par des lettres. Donc chaque acide aminé est désigné par une lettre en majuscule. C'est donc un peptide RF-amide puisque il a cette portion terminale RFA, et puis il est composé de 26 acides aminés, d'où l'appellation 26-RFA. Alors bien entendu, ce peptide, avant on a pu donc l'identifier, le caractériser en l'isolant, d'accord? Après on l'a même synthétisé puisqu'on connaissait sa séquence. Mais si le 26-RFA existe dans nos tissus, par exemple dans le cerveau, c'est qu'il doit agir. Pour qu'il agisse, il faut qu'il y ait un récepteur. Alors justement, un récepteur qui était orphelin jusque-là, un récepteur couplé à la protéine G, il s'est avéré comme étant le ligand endogène, comme étant donc le récepteur spécifique du 26-RFA. Donc en fait, le 26-RFA est le ligand endogène de ce récepteur qu'on appelle le GPR103. Je répète, un récepteur orphelin, c'est-à-dire jusqu'à ce jour-là, on ne connaissait pas à quoi il servait. Eh bien, ce récepteur orphelin, il a été identifié comme étant le récepteur du 26-RFA, et ce récepteur, il est exprimé dans de nombreuses régions du cerveau, comme le noyau du tractus solitaire, le cortex piriforme et dans l'hypothalamus, qui sont des structures, qui abritent des structures qui contrôlent la prise alimentaire. Alors, on a montré par ailleurs que ce récepteur GPR103 a une homologie de séquence avec le récepteur ou avec les récepteurs au NPY et à galanine, qui sont, comme vous le connaissez, de neuropeptides orexigènes, c'est-à-dire qui stimulent la prise alimentaire. Donc, puisqu'il a une homologie de séquence avec le neuropeptide Y, son récepteur,
présent dans le cerveau, présent dans les structures qui contrôlent la prise alimentaire. Alors, la question qui se posait, est-ce que le 26RFA exerce un éventuel rôle dans le contrôle de la prise alimentaire? Vous voyez, le fait qu'on l'a caractérisé, on l'a identifié, on l'a isolé, on a déterminé son récepteur, on a pu savoir que ce récepteur a une homologie avec des récepteurs de neuropeptides qui contrôlent la prise alimentaire et qui sont hors oxygène. On s'est dit, est-ce que le 26RFA aurait un rôle dans le contrôle de la prise alimentaire et que peut-être ce rôle est hors oxygène ou en hors oxygène, on n'en sait rien, il faut démontrer. Donc, c'est ce qui a été fait par la première étape. Donc, c'est un travail qui a été effectué par Nicolas Chartrel et collaborateurs. L'article est paru dans le journal PNAS. C'est un journal qui est très coté avec un fort facteur d'impact en 2003. Alors, Chartrel et collaborateurs, ils ont démontré, donc ils ont fait par hybridation in situ, détectant le transcrit du 26RFA. Alors, vous voyez donc ici, vous avez des photos qui montre le signal d'hybridation in situ. Alors sur la photo A et B, vous savez, là il s'agit d'un signal qui apparaît sur des films d'autoradiographie, c'est ce qu'on appelle la macro-autoradiographie. Donc en A, le signal d'hybridation in situ, il est observé dans le noyau ventromédian hypothalamique. Vous voyez un signal noir, une densité de grains noirs, d'argent qui se concentre sur vous voyez la coupe au niveau du noyau ventromédian hypothalamique. Et puis le B, c'est juste un contrôle. Donc c'est des coupes qui ont été traitées avec des sondes sens pour vraiment montrer que le marquage il est spécifique. Donc là, pour cela, on a utilisé une sonde ADN qui reconnaît l'ARN messager du 26RFA et grâce à l'hybridation in situ, bien sûr que, comme vous le savez, ça permet de localiser le signal dans une structure, en particulier d'hypothalamus, passant par l'hypothalamus médian. Alors, en macro-autoradiographie, on voit que le signal d'hybridation du 26RFA est concentré dans le ventre médian hypothalamique. En micro-autoradiographie, donc après on a fait l'autoradiographie sur les coupes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on a détecté le signal radioactif qui correspond à la sonde radioactive. Je rappelle que une sonde radioactive, la sonde RFA, qui reconnaît l'ARN messager du 26RFA, elle a été couplée à un isotope radioactif, au soufre 35, par exemple. Eh bien, on a traité les coupes du cerveau ou les coupes d'hypothalamus avec la sonde couplée au radioisotope, donc une sonde chaude, et après, bien entendu, on révèle le signal d'hybridation pour la micro-autoradiographie. Le signal, il est détecté directement sur les coupes en traitant les coupes avec une émission photographique, une émission de grains d'argent. Et voilà, le signal, il apparaît sous forme d'accumulation de grains noirs. Alors, en micro-autoradiographie, on voit donc que le signal apparaît, bien entendu, aussi bien dans la région, alors ici je suis dans la région du noyau arché, noyau ventromédian hypothalamique et la partie latérale, ce qu'on appelle l'hypothalamus latéral. Donc on voit un signal d'hybridation in situ dans la partie ventromédian hypothalamique, aussi dans la partie ventromédian, l'arché il n'en contient pratiquement rien. Et on a aussi des neurones du noyau des neurones de l'hypothalamus latéral qui concentrent le transcrit ou l'ARN messager du 26RFA. Donc deux régions, le ventromédian hypothalamique et la région de l'hypothalamus latéral. Donc on a, comme vous le voyez, une accumulation des grains d'argent dans les cellules. Ici, on est dans les cellules. Vous voyez, les cellules sont légèrement colorées avec un colorant classique. Et puis, on voit que les grains se concentrent dans certains corps cellulaires du noyau ventromédian hypothalamique. Alors, pour la figure C, vous voyez que le marquage, il apparaît blanc. Pourquoi? C'est juste parce qu'on a inversé la polarité du microscope et les grains d'argent, tout ce qui est noir va apparaître blanc et tout ce qui est blanc va apparaître noir. Voilà, donc le marquage blanc, c'est le signal d'hybridation 26RFA. Donc, on conclut que le 26RFA est présent dans le ventromédian hypothalamique et dans l'hypothalamus latéral. D'accord, il est présent, mais la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il joue un rôle
dans le contrôle de la prise alimentaire. Maintenant, il faut une expérience qui va démontrer directement que le 26-RFA, soit il stimule, soit il inhibe la prise alimentaire. Alors, c'est ce que vous voyez sur la diapositive suivante. Donc, 26-RFA et la prise alimentaire. Alors, cette question a été étudiée chez la souris par une étude dite comportementale. Comportementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va administrer chez l'animal le 26-RFA. Donc, on va injecter le 26-RFA dans le cerveau de l'animal. On laisse l'animal survivre un certain temps et après, on va mesurer ce qu'il va consommer comme nourriture. Donc on va évaluer, mesurer ce qu'il prend comme nourriture et donc ça nous permet d'évaluer le comportement alimentaire. Donc, c'est ce que vous voyez sur les résultats de cette expérience dans le tableau A. Bien sûr, vous avez, ça indique, le titre il est indiqué et la légende elle est indiquée en anglais, mais bien entendu, on va en parler maintenant en français pour que vous saisissiez ce qui s'est passé. Alors d'abord, je vous décris l'expérimentation, c'est de l'expérimentation animale, donc je vous décris l'expérimentation qui a été effectuée pour pouvoir bien sûr après mesurer la prise alimentaire et vous avez ici les valeurs qui représentent la quantité de prise de nourriture par l'animal, par la souris. Donc l'expérience elle consiste en quoi? Alors tout d'abord on va restreindre, on va diminuer la prise alimentaire chez les animaux, chez les souris sur lesquels on va travailler. On va leur imposer une restriction alimentaire de 50%. C'est-à-dire, on va leur donner que la moitié de la quantité de nourriture qu'ils mangent d'habitude. C'est-à-dire, s'ils mangent 2 grammes, on va leur donner que 1 gramme. S'ils mangent 3 grammes, on va leur donner que 1,5 gramme. Donc, on va leur donner que la moitié de ce qu'ils mangent pendant 18 heures. Donc, on va au fait affamer un petit peu les souris pour mieux faire apparaître l'effet de l'injection du 26-RFA. Donc, c'est comme ça qu'on procède, c'est ça le protocole qu'on procède pour toute étude comportementale. Obligé, on passe par une restriction alimentaire de 50% pendant 18 heures avant donc de commencer l'expérimentation, c'est-à-dire d'injecter le composé qui nous intéresse. Donc, après 18 heures de restriction alimentaire, on injecte le 26-RFA. Où est-ce qu'on l'injecte? On va l'injecter, comme je vous l'ai dit, dans le cerveau, pour qu'il diffuse, comme on l'a vu en TP, pour qu'il diffuse dans le système ventriculaire, dans les cavités ventriculaires. Donc, c'est une injection dite intracérébro-ventriculaire, injection ICV, c'est-à-dire intracérébro-ventriculaire. Donc, c'est une injection qui se fait dans le ventricule, qui se fait dans le cerveau, mais par l'intermédiaire des ventricules. Après, ça diffuse et ça va ensuite diffuser dans tout le parenchyme nerveux, dans les structures cérébrales, dans les parenchymes nerveux en profondeur. Alors, on fait l'injection. Donc, l'injection, vous avez vu un exemple d'injection en TP. L'injection, elle se fait par la technique de stéréotaxie. Donc, il suffit d'avoir les coordonnées stéréotaxiques du ventricule latéral et on injecte le composé, donc un volume de 26-RFA. Donc, le 26-RFA, il est synthétique. On connaît la séquence. On peut le faire synthétiser. On le met en solution et on l'injecte chez l'animal. Donc, bien sûr, chez l'animal anesthésié. Après, on laisse l'animal se réveiller. 10 minutes après, donc c'est ce qui est indiqué par 0 ici. Donc 10 minutes après, on lui donne accès à la nourriture. Là, on va lui donner de la nourriture à volonté et on va suivre sa prise de nourriture et on va la mesurer. Donc on va la suivre pendant 2 heures, donc 120 minutes. On va faire une mesure, donc bien sûr à 0. Pardon, on va faire une mesure à 30 minutes parce qu'il faut que le 26-RFA agisse. Donc, à 30 minutes, on va faire une mesure de la prise alimentaire à 60 minutes et à 120 minutes. Alors, c'est ce que vous voyez sur le tableau des résultats ici. Donc, la prise de nourriture à 30 minutes, 60 minutes et à 120 minutes. Alors, bien entendu, on a constitué 4 lots d'animaux. Un groupe contrôle qui est le groupe saline, en anglais saline, c'est-à-dire le groupe salin qui a été injecté NaCl. Un groupe et 3 groupes qui ont été injectés le 26-RFA, mais à des doses différentes. Alors, la dose de 10 nanogrammes, la dose de 100 nanogrammes et la dose de 1000 nanogrammes. Alors, regardez, si on regarde par exemple à 30 minutes, ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, la prise de nourriture, donc pour évaluer ce qu'il a pris comme nourriture, il suffit, bien sûr, on lui a mis une certaine quantité
de nourriture, d'accord, au temps zéro. Donc, on sait combien on lui a mis de nourriture. Au bout de 30 minutes, il aura mangé une quantité. On va reprendre ce qu'il reste dans la cage de l'animal et peser. Et bien sûr, en faisant la différence, en faisant, en faisant la différence de ce qu'il avait au départ, avec ce qu'il reste au bout de 30 minutes, eh bien, on fait la différence et on va savoir ce qu'il a consommé pendant les 30 minutes. On va remettre la nourriture et on va le laisser manger jusqu'à 60 minutes. On va reprendre la nourriture, la peser et on fait la différence et on a ce qu'il a consommé pendant 60 minutes. Et la même chose pour 120 minutes. On, on va bien sûr prélever et voir ce qu'il a dû consommer pendant les 120 minutes. Alors voilà, par exemple, au bout de 30 minutes pour le contrôle, il consomme 273 mg, plus ou moins 42. Aux 60 minutes, vous voyez, il a consommé 316, puisqu'en fait, on fait le cumulé, c'est-à-dire pour le 60, on cumule aussi le 30, et pour le 120, on cumule jusqu'à 120, il aura consommé 324, plus ou moins 47. Alors, si on regarde maintenant longitudinalement, c'est-à-dire, par exemple, le salin, par rapport au 26 RFA, donc regardez, on est passé de 273 pour le 10 nanogrammes à 319, pour le 100 nanogrammes, on est passé à 394, et pour le 1000 nanogrammes, on est passé à 458. Vous voyez que la prise de nourriture, la quantité consommée, elle a tendance à augmenter en fonction de la dose du 26 RFA. Alors pour le 60 minutes, la même chose, donc vous voyez que ça a tendance à augmenter en fonction du 26 RFA. Pour le 120 minutes aussi, ça part du 324 chez le salin jusqu'à 527 mg chez celui qui a été injecté avec 1000 nanogrammes de 26 RFA. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, puisque la quantité de nourriture augmente, ça veut dire que la prise de nourriture, elle a été stimulée. Donc, le comportement alimentaire a été stimulé chez la souris lorsqu'on a injecté le 26 RFA et que cette augmentation, en fait, elle est dose dépendante. Plus on augmente la dose, plus la quantité de nourriture consommée augmente et donc plus la prise alimentaire, plus l'appétit est stimulé. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'au niveau central, lorsque le 26 RFA est injecté au niveau central, eh bien, il a exercé un rôle stimulateur de la prise alimentaire, c'est-à-dire un rôle fortement orexigène. Alors, donc l'injection intracérébro-ventriculaire de 26 RFA synthétique chez la souris, donc lorsqu'on a injecté surtout le 1 microgramme, c'est-à-dire 1000 nanogrammes, donc à 1000 nanogrammes, on a vu que en fait, l'effet est le plus important, le plus spectaculaire. Donc l'injection de 26 RFA synthétique chez la souris à 1000 nanogrammes, elle entraîne une augmentation forte de la prise de nourriture, puisque cette augmentation est de 70%. Alors le 70%, vous pouvez le calculer vous-même. Vous avez, si on se met par exemple dans la colonne de 120 minutes, c'est-à-dire de 2 heures, alors vous avez le salin, ici la quantité de nourriture consommée, elle est de 324 mg. On tient compte que de cette valeur-là. Et puis, pour le 1000 nanogrammes, il a consommé 527. Alors, comment il a augmenté pour calculer le pourcentage du passage de 324 mg à 527 mg, il suffit de faire une règle de 3. Alors, vous mettez 324 correspond à 100% et le 527 correspond à X. Et vous déduisez le X et ça va vous donner, le X est égal à 170%, puisque le 324 c'est le 100%, et le 527 il dépasse le 100%. Donc vous allez trouver environ 170%. Donc l'augmentation, ce qui va au-delà de 100%, c'est ce qui a augmenté. 170 moins 70, moins 100, ça vous donne une augmentation de 70%. Ou alors vous pouvez faire, bien sûr, le 324 c'est le 100%, et vous faites soit 527 moins 324, ça vous donne la quantité, le surplus de quantité qu'il a consommé. Et pour ce surplus, le 527 moins 324, vous mettez correspond à X et vous avez directement, en déduisant le X, vous allez avoir directement le pourcentage de l'augmentation, c'est-à-dire 70%. Donc, exactement ce que vous trouvez ici. Donc, c'est un peptide qui exerce une action fortement orexigène. Alors, sur la diapositive suivante, on vous montre encore
Alors bien sûr, il faut le confirmer sur plusieurs espèces, sur plusieurs types d'animaux. Tout à l'heure, ça a été fait chez le rat, chez la souris, pardon. Là, ça a été fait chez le rat, il faut le confirmer sur d'autres animaux. Et on a refait cette étude comportementale, mais en plus, donc dans un article postérieur au précédent, donc paru dans Endocrinologie en 2009, la même équipe a démontré, a étudié en fait, bien sûr, l'effet, a essayé de confirmer si le rôle est orexigène de ce peptide, mais aussi d'essayer de comprendre les mécanismes, parce qu'on ne peut pas dire à la communauté scientifique et à tout le monde, voilà, crier haut et fort, victoire, voilà, le 26-RFA est orexigène et point. Non, il faut donner les mécanismes d'action de ce neuropeptide. Neuropeptide, c'est-à-dire un peptide qui est, vous voyez, qui est produit, qui existe dans notre cerveau. Alors, c'est ce qu'ils ont fait dans ce travail. Donc, ils ont étudié l'effet du 26-RFA, mais pour rapprocher son action à celle de la leptine, ils ont fait aussi étudier l'effet de la leptine sur la prise alimentaire, donc sur la quantité de nourriture ingérée. Et ils ont aussi étudié l'effet du 26-RFA en présence d'antagonistes de récepteurs du neuropeptide Y, qui est un peptide orexigène. Alors, ces récepteurs, des antagonistes de récepteurs Y1, Y5, qui sont les récepteurs impliqués dans le contrôle, dans l'action d'une NPY sur la prise alimentaire. Donc, on a essayé de regarder l'effet du 26-RFA en présence de leptine et en présence de ces antagonistes du NPY pour voir s'il y a des interactions entre le 26-RFA et la leptine ou le 26-RFA et le neuropeptide Y. Alors, sachant que la leptine, vous le savez, c'est une molécule, c'est une hormone anorexigène, donc qui inhibe la prise de nourriture, alors que le neuropeptide Y, il stimule la prise de nourriture. Donc, vous avez le tracé ici. Alors, l'expérimentation est toujours la même, toujours la privation, une restriction alimentaire de 18 heures avant le test. D'accord? Donc, on réduit la consommation quotidienne de nourriture de 50%. Alors, chez le rat, bien sûr, la quantité qu'il consomme plus que la souris. Donc, au lieu de donc, il consomme environ 20 grammes par jour, on va lui donner que 10 grammes pendant 18 heures. Et 10 minutes après l'injection, intracérébroventriculaire, les rats ont accès à la nourriture habituelle, qui est de 20 grammes, et leur consommation de nourriture est mesurée durant les périodes indiquées, c'est-à-dire chez le rat, on a fait on a étudié ce qu'on appelle le food intake, c'est-à-dire intake c'est prise, food c'est nourriture, cumulative, cumulée. Donc la prise alimentaire cumulée au bout de 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures post-injection. 26 RFA. Alors qu'est-ce qu'on constate? Donc vous avez ici des courbes et vous avez bien sûr pour chaque tracé, vous avez bien sûr ce qu'on a fait comme intervention. Alors, vous avez bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est bien sûr la courbe du NaCl, c'est-à-dire les animaux contrôles. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Voilà la courbe donc, des contrôles, elle est située là. Bien sûr, elle a tendance à augmenter puisque c'est la prise de nourriture cumulée. Donc, et voilà la consommation chez les témoins, le NaCl. Alors, regardez les animaux qui ont été injectés 26 RFA, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la courbe elle est déplacée vers le haut par rapport à une ACL. Donc, il y a une augmentation de la prise de nourriture, donc augmentation de la prise alimentaire. Et vous voyez que cette augmentation, pour chaque point, c'est une augmentation dite significative parce que vous voyez des étoiles. Donc, quand l'augmentation est accompagnée avec des étoiles, ça veut dire que c'est une augmentation qui peut être significative, qui peut être significative à une étoile, très significative à 2 étoiles et très très significative, puis-je dire, à 3 étoiles. Vous voyez que l'augmentation, c'est une augmentation significative et vous voyez des segments ici. Au fait, ça encadre la valeur moyenne, ce qu'on appelle dans le segment, vous avez donc l'erreur standard à la moyenne. Ça veut dire que les valeurs fluctuent entre la partie haute du segment et la partie basse du segment. Et la moyenne, elle est là. Voilà. Donc le 26 RFA, vous voyez, il a tendance à augmenter et d'une manière significative la prise de nourriture. Alors si on regarde le tracé de la leptine, au contraire, la leptine, elle est anorexigène, donc elle diminue la prise de nourriture puisque la courbe, elle est déplacée vers le bas et on a une diminution significative donc
de la quantité de nourriture ingérée, donc diminution de la prise alimentaire. Alors, pour voir s'il y a des interactions du 26-RFA avec la leptine, avec le neuropeptide Y, donc on a fait bien sûr un tracé 26-RFA plus leptine, c'est les triangles. Alors, vous voyez que le 26-RFA plus leptine, sa courbe, elle se confond avec le témoin. Ça veut dire que l'effet du 26-RFA et l'effet de la leptine s'annulent, leurs effets s'annulent, et on se retrouve avec une courbe quasiment identique au contrôle. Donc le 26-RFA qui est oxygène, rajouté à la leptine qui est anoxygène, leurs effets s'annulent et la courbe se retrouve comparable au contrôle. Quand on met le 26-RFA en présence des antagonistes du neuropeptide Y, ici vous avez l'antagoniste Y1 et ici l'antagoniste Y2, voilà les tracés, ils sont en gris. Donc quand on met le 26-RFA avec ses antagonistes, c'est-à-dire on empêche le neuropeptide Y d'agir, qu'est-ce qu'on constate? On constate aussi que les courbes elles sont similaires à celles du NaCl, donc du témoin, du contrôle, et donc les courbes, elles se confrontent pratiquement avec des variations qui ne sont pas du tout significatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le 26-RFA, quand on bloque les effets du neuropeptide Y, il n'agit plus. Donc, on peut dire que le 26-RFA agirait par l'intermédiaire du neuropeptide Y. La même chose lorsque le 26-RFA est en présence de leptine, son effet ne s'exprime plus, son effet oxygène ne s'exprime plus. Alors, ça veut dire que, bien entendu, que le 26-RFA doit interagir également avec la leptine. Donc, pour vous résumer, c'est écrit sur votre diapo, 26-RFA provoque une augmentation significative de la prise alimentaire durant les 8 heures. Vous voyez, durant les 8 heures qui suivent l'injection, donc pour chaque dose, on relève une valeur, les 8 heures qui suivent l'injection. Par contre, la leptine entraîne une diminution de la consommation de nourriture durant les 6 heures post-injection. Vous voyez, là c'est significatif, là c'est significatif. Et pour les 8 heures, vous voyez que la leptine, que la prise alimentaire a tendance à se normaliser, elle s'approche du témoin, donc ça veut dire que son effet il a tendance à s'annuler, à 8 heures post-injection. Alors que l'effet du 26-RFA, il est maintenu jusqu'à au moins 8 heures. La co-injection de 26-RFA de leptine n'affecte pas la prise alimentaire par comparaison au contrôle. Donc, ce qu'on a dit, ils sont là. Et puis aussi, la co-administration d'antagonistes Y1 ou Y5 avec le 26-RFA abolit, c'est-à-dire elle empêche l'augmentation de la prise alimentaire qui est normalement induite par le 26-RFA. Alors, pour conclure de cette étude comportementale chez le rat, donc le 26-RFA a bel et bien un effet oxygène, qu'il interagit avec la leptine, qu'il interagit avec le neuropeptide Y. Ça veut dire que le 26-RFA agirait sur la prise alimentaire par l'intermédiaire, donc il agirait en stimulant la prise alimentaire par l'intermédiaire du neuropeptide Y qui est lui-même oxygène, et ceci par l'intermédiaire via les récepteurs Y1 et Y5. Alors, pour approfondir davantage les mécanismes d'action du 26-RFA sur la prise alimentaire, parce que jusque-là, on a vu que les récepteurs du neuropeptide Y, on a un argument pour dire que le 26-RFA agirait par l'intermédiaire du NPY, via les récepteurs Y5, mais quelle action exerce-t-il sur le neuropeptide Y? Alors ça a été fait bien sûr pour le neuropeptide Y qui est le principal neuropeptide oxygène hypothalamique qui est fortement oxygène, et ça a été fait également sur la POMC, donc qui est en fait le peptide anoxygène le plus puissant au niveau de notre noyau arché hypothalamique. Donc on a regardé l'effet du 26-RFA sur l'expression du neuropeptide Y et sur l'expression de la POMC. Alors ça a été fait par la QPCR, donc on a étudié l'effet du 26-RFA injecté bien sûr par voie intracérébro-ventriculaire sur les taux d'ARN message du neuropeptide Y et de la POMC par QPCR, bien sûr après amplification, et voilà ce qu'on observe comme niveau d'expression
du MPY, donc le taux d'ARN messager du MPY et aussi le transcrit de la POMC. Donc ici, vous avez le taux d'ARN messager du neuropeptide Y chez le témoin. Bien sûr, le taux d'ARN messager du MPY au niveau de l'hypothalamus. Donc on a récupéré des tranches de la région de l'hypothalamus qui contient le noyau arqué et on a fait la QPCR. En présence donc après injection du 26-RFA, regardez le transcrit du NPY, il augmente d'une manière significative par rapport au contrôle. Lorsque l'animal se voit injecter de la leptine, au contraire, le taux d'ARN messager du MPY diminue. Lorsqu'on on injecte 26-RFA plus leptine, le transcrit ou le niveau de l'expression génique du MPY, il a tendance à se normaliser et on retrouve la valeur témoin. Donc, ça veut dire que le 26-RFA stimule bel et bien l'expression du neuropeptide Y et en particulier l'expression génique. Alors, contrairement au neuropeptide Y, donc la POMC qui est un peptide, ou le dérivé de la POMC qui est un peptide fortement anorexigène, donc ici le contrôle, lorsqu'on injecte le 26-RFA, qu'est-ce qu'on a au contraire? On a une diminution du transcrit de la POMC en présence de la leptine qui est anorexigène comme la POMC, comme le dérivé de la POMC, et bien la leptine stimule l'expression génique de la POMC. Quand on injecte les deux, la co-administration des deux, et bien là aussi, ça fait, donc les deux effets s'annulent et on se retrouve avec une expression génique qui est qui a tendance à s'approcher du contrôle, mais en exprimant une diminution qui est au fait, qui veut dire quoi? Qui veut dire que en fait c'est le 26-RFA qui a dû exercer son effet inhibiteur. Là, c'est juste une question de dose. Donc, si on a probablement mis du 26-RFA en dose un petit peu plus forte par rapport à ce qui existe normalement en état physiologique normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que l'expression ici pour le neuropeptide Y, que l'expression de l'ARN messager du MPY est augmentée par l'injection du 26-RFA, qu'elle est diminuée par le traitement à la leptine, et que l'injection du 26-RFA abolit, donc on avait une diminution, cette diminution lorsqu'on rajoute le 26-RFA, elle n'apparaît plus, donc elle abolit la diminution de l'expression de l'ARN messager du MPY induite par la leptine. Inversement, l'expression de l'ARN messager de la POMC, elle est diminuée par l'injection du 26-RFA, elle est augmentée par le traitement à la leptine, et l'injection du 26-RFA abolit l'augmentation de l'expression de l'ARN messager de la POMC induite par la leptine. On conclut alors qu'il y a bel et bien des interactions 26-RFA et les systèmes neuronaux ANPY-POMC dans le noyau arqué de l'hypothalamus. Voilà, donc on démontre qu'il agit directement sur l'expression de ces peptides MPY et POMC. Mais la question qui se pose, donc vous voyez que pour chaque étape, il y a une question qui se soulève. Dans la recherche, c'est comme ça que la recherche évolue. Donc on trouve des résultats et ces résultats vont soulever une question. Les questions, on va répondre par procédure expérimentale. Ça peut soulever des questions et on continue comme ça, ainsi de suite. Alors, la question qui se pose, c'est une action, donc le 26-RFA agit bel et bien sur le MPY et la POMC, mais cette action, elle est comment? Est-ce que c'est une action directe ou une action indirecte du 26-RFA sur les systèmes neuronaux à POMC et à MPY? C'est ce qui est schématisé sur la diapositive suivante. Alors, ça veut dire que, est-ce que le 26-RFA, qui est contenu dans des neurones hypothalamiques du noyau ventromédian et hypothalamus latéral, va agir directement sur les neurones ANPY du noyau arqué? Est-ce que c'est une action directe du 26-RFA sur le système neuronal ANPY? Si c'est le cas, bien sûr, pour que le 26-RFA puisse agir et stimuler l'expression du NPY, il faut que le neurone ANPY ou le corps cellulaire porte les récepteurs du 26-RFA qui sont les récepteurs GPR103. Ou alors, s'agit-il d'une action indirecte sur le système neuronal ANPY et auquel cas, les corps cellulaires à neuropeptide Y sont stimulés par le 26-RFA, mais indirectement, auquel cas donc le récepteur du 26-RFA serait porté par d'autres neurones qui seraient l'intermédiaire entre le neurone à 26-RFA et le neurone ANPY.
Alors, pour démontrer cela, on a utilisé tout simplement une technique que vous connaissez, dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous connaissez maintenant, qui est la technique d'hybridation in situ. Et on a fait une double hybridation in situ, donc un double marquage, en détectant simultanément le transcrit d'une NPY et le transcrit du récepteur du NPY qui est, le transcrit du récepteur du 26 RFA qui est le GPR 103. Donc, pour détecter l'ARN messager d'une neuropeptide Y sur des coupes du noyau arqué, on a utilisé une sonde froide. D'accord? Le marquage va être sous forme d'un précipité au fond qui marque les corps cellulaires, comme vous le voyez ici qui est noir. Pour détecter le transcrit du GPR 103, on a utilisé une sonde chaude marquée avec un isotope radioactif. Et dans ce cas, le marquage, le signal d'hybridation va apparaître sous forme de grains d'argent, grains que vous voyez ici blanc en changeant la polarité du microscope et qui apparaissent sous forme de grains noirs avec une polarité normale du microscope. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater après cette double hybridation? On voit qu'il y a bien sûr les corps cellulaires NPY qui sont marqués au froid, ils apparaissent noirs, d'accord? Et puis l'accumulation du GPR 103 du récepteur du 26 RFA, il apparaît sous forme de grains. Et vous voyez qu'il y a justement des corps cellulaires dans le noyau arqué de l'hypothalamus qui concentrent, donc des corps cellulaires à neuropeptide Y, puisqu'ils contiennent le transcrit, qui concentrent aussi les grains d'argent, c'est-à-dire le GPR 103. Donc ce sont des cellules doublement marquées qui comportent et le signal d'hybridation NPY et le signal d'hybridation GPR 103. Ça veut dire qu'il y a une colocalisation NPY récepteur GPR 103, donc coexpression NPY GPR 103. Bien entendu, il y a d'autres neurones à neuropeptide Y, par exemple, qui ne concentrent pas le GPR 103. Mais il y a des corps cellulaires qui concentrent le GPR 103. D'accord? Alors, donc, on peut dire, là, puisqu'il y a une coexpression, ça veut dire que les neurones à NPY portent le récepteur du 26 RFA. Donc, le 26 RFA agit directement sur les neurones à neuropeptide Y. Alors voilà, donc c'est ce cas de figure, c'est une action directe puisque les neurones ANPY co-expriment le récepteur du 26 RFA, le récepteur GPR 103. Alors on a fait la même chose, donc la question se pose également pour la POMC, d'accord? Alors on a fait la même chose, donc s'agit-il d'une action directe ou indirecte? Est-ce que les neurones à POMC portent les récepteurs GPR 103, dans ce cas, ça serait une action directe, ou les neurones à POMC ne comportent pas de récepteur à GPR 103, et dans ce cas, ça serait un autre neurone intermédiaire qui va permettre, qui va faire que le 26 RFA agit, inhibe les neurones à POMC. Donc, on a fait comme pour le neuropeptide Y, une double hybridation in situ. Alors, la double hybridation in situ, ça a été fait de la même manière. La POMC détectée, ou le transcrit de la POMC détecté par une sonde froide, le transcrit du GPR 103 détecté par une sonde chaude. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc, vous voyez les grains noirs qui représentent le GPR 103, les précipités noirs qui représentent donc le signal d'hybridation froid POMC. Et là, en regardant donc de près à fort grossissement, on n'a pas trouvé de coexpression, donc il n'y a pas de superposition du précipité noir avec les grains noirs. Donc les deux marquages, les deux signaux sont complètement séparés. Ça veut dire que les neurones à POMC ne portent pas de récepteur GPR 103. Donc pas de coexpression POMC GPR 103. Ça veut dire que le 26 RFA n'agit pas directement sur les neurones, n'agit pas n'agit pas directement sur les neurones APMC, il doit agir au contraire d'une manière indirecte. Donc, d'une manière indirecte, mais là aussi, une autre question qui se pose, est-ce que, puisqu'on a trouvé que, donc c'est une action indirecte, via un neurone qui lui va porter le récepteur au 26 RFA, la question qui se pose, puisqu'on a déjà trouvé que le neurone à neuropeptide Y porte le récepteur GPR 103, est-ce que les neurones ANPY ne seraient pas l'intermédiaire d'action du 26 RFA sur les neurones à POMC?
Alors, si c'est le cas, il va falloir démontrer, bien entendu, que le 26-RFA, il va falloir démontrer donc, au fait, la présence de récepteurs en neuropeptide Y sur les neurones APOMC et que le 26-RFA fait bouger le système APOMC, inhibe l'APOMC en agissant via les récepteurs du neuropeptide Y et du neuropeptide Y5, Y1, Y5. Alors, pour répondre à cette question, pour savoir si les neurones AMPY constituent l'intermédiaire d'action du 26-RFA sur la neurone APOMC, et ceci par l'intermédiaire des récepteurs Y1, Y5, on a fait une étude, bien entendu pharmacologique, où on a fait agir les antagonistes. Donc, on a bloqué ces récepteurs, d'accord? Et on a regardé si le 26-RFA continue d'agir sur le neurone APOMC, sachant que le 26-RFA, il inhibe les neurones APOMC. Est-ce que cette inhibition va continuer à apparaître ou va être bloquée lorsque je bloque les récepteurs au MPY, Y1 et 5, donc je bloque les récepteurs par des antagonistes. Donc une étude pharmacologique. Donc on a étudié, comme vous pouvez le voir sur le titre, les effets d'antagonistes Y1, Y5 injectés dans le ventricule latéral. Vous savez maintenant comment on procède pour injecter dans le ventricule latéral de l'animal. On a regardé l'effet de ces antagonistes sur l'expression des ARN messagers de la POMC 4 heures après l'injection dans l'hypothalamus de rats qui ont été traités au 26-RFA. Donc des rats, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a traité les rats avec le 26-RFA, d'accord? Après, on a injecté des antagonistes Y1 et Y5. Pardon, on a injecté les antagonistes, d'accord? Y1 et 5, et on a 4 heures après, on a traité avec le 26-RFA et on a regardé les taux d'ARN messager de la POMC. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez le taux d'ARN messager chez le témoin, le véhicule. Alors ici l'animal qui a été injecté uniquement 26-RFA. Donc le 26-RFA, qu'est-ce qu'il fait sur la POMC? Il inhibe sa transcription. Donc vous voyez que le transcrit a diminué, donc il diminue l'expression de la POMC. Lorsque avec le 26-RFA, je couple un antagoniste du récepteur Y1, alors regardez, est-ce que j'ai encore cette diminution de la prise alimentaire? Non. Regardez, le transcrit de la POMC, le niveau, il est comparable à celui du témoin. Donc ici, bien que j'ai le 26-RFA, je n'ai pas cette inhibition. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté l'antagoniste Y1. Ça veut dire que le 26-RFA a agi par l'intermédiaire du récepteur Y1 du MPY. Alors pour le suivant, donc là on a mis le 26-RFA plus l'antagoniste du récepteur Y5. Là aussi, on n'a plus l'inhibition qui apparaît avec le 26-RFA uniquement, d'accord? On a retrouvé aussi la valeur témoin du transcrit du niveau de la POMC. Alors, vous voyez que ça a tendance à diminuer, mais ça reste non significatif. Si vous prenez l'équivalent ici de l'erreur standard à la moyenne, elle se trouve là, donc on se retrouve exactement comme le témoin. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les antagonistes Y1 et Y5 ont bloqué ou ils abolissent l'inhibition de l'expression des ARN messagers de la POMC qui était induite par le 26-RFA. Ils ont empêché le 26-RFA d'agir. Ça veut dire que le 26-RFA, il agit par l'intermédiaire du neuropeptide Y, lequel agit par l'intermédiaire du récepteur Y1 et Y5. Alors, on a fait la même étude, on voulait encore affiner, vous voyez que jusqu'à présent, ça agit sur le transcrit de la POMC, mais qui me dit que ça stimule la libération du dérivé de la POMC qui, lui, qui inhibe l'appétit. Donc, en fait, ce n'est pas la POMC qui est la molécule active,
pour inhiber la prise alimentaire au niveau des neurones de noyau archaïque, c'est plutôt un dérivé qui est l'alpha-MSH. Donc, on a regardé l'effet du 26-RFA sur la libération. Donc là, on a vu comment ça agit sur une séquence neuronale. Voilà, donc je reviens pour que ça soit clair. Donc le 26-RFA, il va inhiber l'expression du transcrit de la PEMC par l'intermédiaire du neurone APY via le récepteur GPR103. Les neurones APY sont activés par le 26-RFA. Le NPY va, lui, inhiber le neurone APEMC par l'intermédiaire du YA et Y5. Alors, mais est-ce que après la stimulation de cette transcription, est-ce que j'aurai la libération du peptide qui est actif, qui va inhiber la prise de nourriture? Alors effectivement, donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une étude in vitro, on a pris des tranches d'hypothalamus in vitro dans des boîtes de pétri, donc, et on a fait agir donc, des fragments d'hypothalamus ventral. On a fait agir, on a mis donc l'environnement de la coupe du fragment du 26-RFA. Le 26-RFA, bien sûr, va en principe va diffuser dans la tranche et on va après doser la quantité d'alpha-MSH qui est le dérivé de la POMC, qui est actif pour la prise alimentaire. Et on a regardé la quantité donc libérée et donc on va voir la quantité qui est libérée dans le milieu de survie du fragment d'hypothalamus. Donc on a dosé l'alpha-MSH du milieu par la technique de dosage radio-immunologique qui est le RIA, Radio-Immunoassays. Alors donc on a dosé, vous voyez donc sur le tracé vous avez l'alpha-MSH mesuré donc en picogrammes par millilitre et vous avez bien sûr les différentes circonstances expérimentales dans lesquelles le fragment a été situé. Donc ici le fragment dans une situation contrôle, voilà la quantité d'alpha-MSH libérée. Ensuite on a mis dans le milieu le 26-RFA, vous voyez que la quantité d'alpha-MSH libérée elle a diminué. Lorsqu'on met dans le milieu que de la leptine, regardez la quantité d'alpha-MSH qui est libérée, une forte augmentation. Pourquoi? Parce que la leptine, elle est anorexigène. Et comment elle exerce son effet anorexigène? Normalement, en stimulant les neurones alpha-MSH, donc les neurones qui contiennent le précurseur, la POMC. Alors, regardez la quantité libérée, elle a fortement augmenté. Alors, vous avez au fait ici un histogramme qui est discontinu, juste pour dire qu'on a changé d'échelle ici. Donc là, on allait de 5 à 5 picogrammes. Alors, comme l'augmentation induite par la leptine elle est très élevée, elle va jusqu'aux valeurs de l'ordre de 125 picogrammes. Si on continue de 5 en 5, eh bien on va avec notre histogramme, on va sortir carrément de notre feuille, dans notre diapositive, ça va être très loin. Donc c'est pour ça que lorsque l'augmentation est très importante par rapport au cas adjacent, eh bien on change d'échelle et vous voyez là on grimpe de 25 à 25 picogrammes. Donc ça veut dire que la leptine elle augmente vers des valeurs qui sont de l'ordre de 100-125 picogrammes. Donc la leptine stimule fortement la libération d'alpha-MSH dans le milieu d'incubation. Lorsque je mets les deux, eh bien je retrouve la libération basale, contrôle. Donc ça veut dire que leurs effets s'annulent. Ça veut dire qu'il y a bel et bien une interaction. Donc en fait il y a une balance importante, 26-RFA leptine, importante pour donc contrôler l'action des peptides qui contrôlent la prise alimentaire. Alors on déduit donc de ce tracé que le 26-RFA induit une diminution significative de la libération d'alpha-MSH par les fragments hypothalamiques. Par contre, la leptine provoque son augmentation. La co-administration de 26-RFA avec la leptine va restaurer la libération de l'alpha-MSH dans le milieu d'incubation à des valeurs contrôle, donc à des valeurs de base. On a fait la même chose pour le neuropeptide Y et on a trouvé effectivement que le 26-RFA aussi, il stimule la libération du neuropeptide Y à partir de tranches ou de fragments hypothalamiques, d'hypothalamus ventral. Et là, vous avez encore la libération donc, du NPY en picogrammes par millilitre. Voici la valeur contrôle de l'ordre de 5 picogrammes. Le 26-RFA, regardez, il augmente fortement la libération du NPY. Ils sont tous les deux orexigènes, donc c'est normal.
une augmentation très significative avec 3 étoiles et vous voyez que ça tend vers 150 picogrammes. Pour la leptine, une forte diminution de la libération du NPY, puisque la leptine est anorexigène, ça se comprend, et le NPY, lui, il est orexigène. Et quand on met les deux, eh bien, les choses ont tendance à se normaliser. On a même une augmentation par rapport au contrôle, puisque c'est juste une question de dose du 26-RFA qu'on a dû, qui doit prédominer, dans les faits doit prédominer par rapport à la leptine. Donc là, c'est une balance qui est importante pour contrôler ces neurones ou ces neuropeptides qui contrôlent la prise alimentaire. Donc, le 26-RFA induit une importante augmentation de la libération du neuropeptide Y par les fragments hypothalamiques. Par contre, la leptine provoque une diminution très significative de la libération du NPY et la coadministration des deux entraîne une augmentation, comme je vous l'ai dit, significative de la libération du NPY et son accumulation dans le milieu de survie du fragment hypothalamique. Et je vous ai dit, ça doit être lié donc à une balance 26-RFA qui doit jouer un rôle important dans le contrôle de ces neurones à NPY et à POMC. Alors, en conclusion, on peut dire de cette expérimentation que le neuropeptide 26-RFA exerce une activité biologique. Cette activité biologique, elle est de type orexigène, en stimulant bien sûr la prise alimentaire. Et comment il exerce cet effet? En stimulant les neuropeptides Y par l'intermédiaire des récepteurs GPR103, lesquels inhibent par la suite les neurones à POMC par activation des récepteurs Y1 et Y5 par le neuropeptide Y. Donc ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion qu'on a pu tirer aussi, c'est que la balance 26-RFA-leptine serait aussi un paramètre important dans l'entretien donc de notre prise alimentaire et donc dans l'entretien de l'homéostasie énergétique. Alors voilà l'article à partir duquel ces données ont été tirées. Voilà son titre en anglais, les auteurs et le journal et l'année d'apparition. Alors, en conclusion générale, pour vous rapprocher du mécanisme d'action du 26-RFA proposé dans le contrôle de la prise alimentaire et pour vous situer tout ça dans le contexte hypothalamique, vous voyez là, vous avez un schéma où vous voyez apparaître les noyaux hypothalamiques qui sont concernés par la régulation de la prise alimentaire. Alors, vous avez le noyau arqué, au bord du troisième ventricule, par-dessus le ventromédian hypothalamique, et vous avez l'hypothalamus latéral qui est plus latéral par rapport à ces structures. Alors, le 26-RFA, il est contenu dans des neurones du ventromédian hypothalamique et de l'hypothalamus latéral. 26-RFA va exercer son effet orexigénique, donc les neurones à 26-RFA envoient leur prolongement vers les neurones à neuropeptide Y de l'arché, donc ils vont activer le neurone ANPY en agissant par l'intermédiaire du GPR103. Les neurones ANPY orexigènes activés vont inhiber les neurones à POMC anorexigènes par l'intermédiaire des récepteurs Y5 et Y1. En inhibant ces neuropeptides ou ces neurones anorexigènes, ces neurones APOMC anorexigènes, eh bien, en levant une inhibition, ça va déclencher la stimulation de la prise alimentaire et donc la stimulation de l'appétit. Vous voyez, en situant ces mécanismes dans le contexte hypothalamique et dans les noyaux respectifs. Alors, donc cette phrase reprend ce schéma. Le 26-RFA produit par les neurones du ventromédian hypothalamique et l'hypothalamus latéral stimule l'activité des neurones à NPY du noyau arché via l'activation de son récepteur GPR103. La libération conséquente du neuropeptide Y dans le noyau arché va inhiber l'activité des neurones à POMC via l'activation des récepteurs Y1 et Y5, conduisant donc à une stimulation de l'appétit. Donc vous voyez les étapes par lesquelles passe une recherche pour vraiment aboutir en fin de compte à l'effet d'un neuropeptide pour stimuler ou inhiber la prise alimentaire tout en définissant les mécanismes d'action. Donc connaissant les peptides et les mécanismes, on peut demain peut-être purifier, caractériser un médicament
à base de 26 RFA qui peut donner peut-être des résultats meilleurs pour stimuler ou inhiber la prise alimentaire chez un patient qui souffre d'anorexie, de boulimie, etc. Alors, sur la dernière diapositive, donc, j'ai repris la première diapo où vous avez la liste donc, des neuropeptides activateurs de la prise de nourriture dans le cil plus et les neuropeptides inhibiteurs dans le cil moins de, de la prise alimentaire. Bien sûr, les principaux neuropeptides activateurs de la prise alimentaire, le neuropeptide Y, il active, l'alpha-MSH, il inhibe. Alors, on peut rajouter dans cette liste le 26 RFA qui se rajoute donc dans la liste des neuropeptides qui active la prise alimentaire. Vous voyez donc que la liste peut s'allonger après les différentes études qui se sont faites et qui continuent à se faire pour mieux comprendre les mécanismes de régulation de la prise de nourriture et peut-être pour, bien sûr, trouver un médicament qui va contrôler la prise alimentaire, peut-être sans effet secondaire, puisque jusqu'à présent, on n'a pas des médicaments miracles qui vont bien sûr corriger ces altérations de la prise de nourriture chez les patients concernés. Alors voilà donc ce qu'il fallait dire dans ce registre 26 RFA et prise alimentaire. Alors je vous remercie de votre attention.